Rebonjour à tous, bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission spéciale consacrée à l'actualité sociopolitique de notre pays depuis la semaine dernière. Une actualité largement dominée par les manifestations du collectif Sauvons le Togo et leur répression par les forces de l'ordre. Les arrestations en cascade, quelle lecture la présidence de la République fait-elle de ces événements? Jusqu'où le collectif Sauvons le Togo est-il prêt à aller? Quelle porte de sortie finalement de crise? Pour en parler, nous recevons un conseil spécial du président de la République, un ancien ministre, Gilbert Bawara, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Également dans cette émission, un membre du collectif Sauvons le Togo, Claude Ameganvi, bonjour. Bonjour. Vous êtes le coordinateur national, le secrétaire national chargé de la coordination du Parti des travailleurs. Alors, monsieur le ministre, encore une fois, bonjour. Et la première question, quelle lecture, vous, au niveau de la présidence, vous faites des événements, disons les derniers événements sociaux, politiques dans le pays? Je crois qu'il y a un certain nombre d'enseignements, de conclusions que l'on peut tirer par rapport à ces manifestations. C'est normal dans une démocratie qu'il y ait des citoyens qui ne souscrivent pas à certaines réformes qui sont initiées et menées par le gouvernement et la majorité parlementaire. De la même manière, c'est normal que dans une démocratie, le Parlement et le gouvernement issus de la majorité parlementaire assument pleinement leur rôle tout en étant à l'écoute de ceux des concitoyens qui expriment des préoccupations et des inquiétudes. Nous estimons que depuis 2006 et la signature de l'accord politique global, il y a des avancées substantielles que nous avons obtenues grâce à la contribution de tous les acteurs politiques, des acteurs de la société civile. La démocratie s'enracine dans notre pays. L'état de droit est en train de se construire et de se perfectionner. Les libertés et les droits de l'homme sont davantage respectés. Et quand nous faisons la comparaison entre la situation au Togo et la situation dans beaucoup de pays qui nous entourent, nous estimons qu'aujourd'hui, les bases pour l'apaisement durable du paysage politique togolais, pour une mobilisation plus grande des Togolais sur les défis qui importent aujourd'hui, à savoir le développement économique et social et l'amélioration des conditions de vie. C'est ça qui est important. Maintenant que certains de nos concitoyens, généralement qui n'ont pas de représentativité politique ni de socle social dans notre pays, cherchent à entraver toute la dynamique d'apaisement, de réconciliation nationale, de reconstruction nationale, et utilisent quelques mots pour croire ou faire croire qu'il y aurait une crise politique au Togo. Nous l'observons, mais c'est un peu amusant, sauf lorsque ces agitateurs-là cherchent à perturber la quiétude des autres concitoyens, cherchent à détruire, cherchent à casser. Et là, dans un état de droit, la loi doit s'appliquer et c'est ce qui est en train d'être fait. Voilà, vous recherchez le bien-être des populations, mais ces populations, au nombre de 500 000, étaient descendues dans les rues de Lomé la semaine dernière pour contester justement votre manière de les gouverner. Mais, cher ami, vous vivez au Togo, vous connaissez la place d'Ekon, depuis la mer jusqu'à le rond-point central de la gendarmerie ou de la police. Vous connaissez 200 ou 300 000 qui peuvent être contenus sur cette rue. Je vous demande, vous en tant que journaliste, vous connaissez cette rue, vous pouvez me dire que 500 000 peuvent être contenus sur cette rue? Non, il ne faut pas tomber dans la mythification et la mystification des Togolais. Nous sommes tous à Lomé, nous savons qu'il y a un certain nombre de Togolais, quel que soit leur nombre, le président de la République, le gouvernement resteront à leur écoute. À partir du moment où les préoccupations et les inquiétudes qui sont exprimées ont des fondements et ont une légitimité. Tel n'est pas le cas aujourd'hui. Vous vous apercevez bien que ceux qui manifestent disent qu'ils dénoncent la loi électorale, disent qu'ils dénoncent la révision de la carte des circonscriptions électorales, mais personne d'entre eux ne vous a dit quelle disposition du code électoral est contestée, quelle disposition du découpage est contestée et quelles seraient les propositions pour améliorer la situation. Il ne faut pas que des partis politiques ou des acteurs politiques, en réalité quelques individus, dont l'existence est fondée sur la contestation systématique et le désir d'installer la chienlit au Togo, vous fassent et vous conduisent à faire croire qu'il y a une crise politique au Togo. Il n'y en a pas.
et je sais de quoi je parle. D'accord, merci Monsieur le ministre. Claude Amengavi, selon Monsieur Gilbert Bawara ou selon le ministre Bawara, il n'y a pas de crise politique au Togo. Oui, bon, il peut rêver. Parce que là, franchement, tous les Togolais et tous vos auditeurs, en l'écoutant, doivent se demander si M. Bawara se trouve dans le même pays que nous. Et se trouve surtout dans la même capitale, Lomé, que nous. Parce que le 12 janvier, dans ce pays, vous l'avez dit tout à l'heure, appelé à bon-escient, il y avait plus de 500 000 personnes dans les rues de Lomé. Et il nous dit, le carrefour Décon, comment se fait-il qu'il puisse y avoir là rassemblé 500 000 personnes? Mais il le sait très bien puisque il regarde Internet comme nous. Et ce n'est pas moi qui vais ici le convaincre. L'opinion internationale aujourd'hui est édifiée par ce qui s'est passé le 12. Le 12 juin dernier dans ce pays. Tout à fait. Et à partir de là, bon, c'est clair, ils peuvent raconter ce qu'ils veulent. Ils peuvent servir tous les mensonges qu'ils veulent. Et ça, nous y sommes habitués depuis le régime RPT. Mais il n'y peut rien. La réalité, c'est la réalité. Les 500 000 personnes au départ de la marche, la dernière fois, à Begakoto, étaient bel et bien là. Et nous, les responsables, lorsque nous étions arrivés, parce que nous étions regroupés chez Jean-Pierre Fabre pour y aller, depuis le carrefour de Kodjindi jusqu'à Begakoto, nous n'avons même pas pu arriver au point de départ. Nous nous sommes arrêtés juste au niveau du centre communautaire. C'était une marche au pas, tellement il y avait du monde dans la rue. Et le déroulement de la marche, depuis Begakoto jusqu'au carrefour Décon, a été un exercice extrêmement laborieux, tant la foule était nombreuse. Ça, ce sont les faits. Maintenant, c'est vrai que leur gouvernement a organisé des provocations contre ces manifestations, en suscitant des jeunes, en faisant armer des gendarmes et tout en civil, qui, de l'intérieur même de la manifestation et à l'extérieur de la manifestation, c'est un double mouvement, ont organisé des provocations contre la manifestation, en lançant des pierres, en faisant des casses, et de l'intérieur de la manifestation, en organisant des tirs de grenades lacrymogènes et tout, pour que cette manifestation soit dispersée. Et c'est un scénario parfaitement planifié, puisqu'à partir de là, eh bien, les tirs de grenades lacrymogènes ont commencé. Je veux dire par là, tout simplement, que cette grande foule qui faisait, de mon point de vue, près de entre 500 à 600, 700 000 personnes, a tellement sonné le gouvernement de Faure et Sozimia Nyasingbe que, sachant bien évidemment que ceci allait se passer, puisque la tonalité de toutes les interventions qu'il y avait sur tous les médias les jours précédant la marche permettrait de savoir qu'il allait y avoir un événement qui allait se passer ce jour-là. Et le sachant, ils se sont organisés pour la faire disperser par ces tirs de grenades lacrymogènes qui ont fait refluer une partie des manifestants. Mais nous et une grande masse de ceux qui étaient venus pour légitimement manifester sommes restés sur place. Et bon, là, effectivement, il peut raconter ce qu'il veut. Bon, maintenant, l'autre élément que je dis, c'est que nous sommes confrontés aujourd'hui véritablement au Togo à ce qu'on appelle un État voyou, ce que les Américains appellent rascal state. Ça veut dire que, concrètement, voilà un régime qui est là et qui est censé veiller à l'application des lois et qui passe son temps de manière systématique à les violer en permanence. Mais à cela, en fait, il n'y a rien d'étonnant. Puisque Faure et Sozimia Nyasingbe lui-même est arrivé au pouvoir au Togo dans un véritable bain de sang. Il a fait tuer de 400 à 500 000 personnes au Togo. Alors, selon les chiffres de la mission de vérification des faits de l'ONU, et donc pour aller s'asseoir dans le fauteuil présidentiel laissé vacant par le décès de son père. Et donc, pour moi, il y a une corrélation parfaite entre ces actes que nous voyons aujourd'hui, de violation systématique de la loi. Le dernier en date était ce qui est arrivé à M. Agbeyome Kodjo hier. Il y a une loi organisant le statut des anciens présidents de l'Assemblée nationale. On laisse la loi, on défonce le portail de M. Agbeyome. Nous en parlerons. Très bien. Oui. Nous en parlerons. C'est un exemple que je donne d'entrée de jeu pour montrer que, effectivement, les choses ne sont pas si roses qu'il est en train de le dire. D'accord, merci. Et la démocratie à coup de grenades lacrymogènes au Togo, c'est quand même une démocratie singulière, de type singulier. D'accord. Monsieur Bawara,
Vous êtes accusé d'avoir donné l'ordre, pas vous en tant que M. Bawara, mais vous en tant que pouvoir RPT Unir aujourd'hui, d'avoir donné l'ordre de réprimer les manifestations. Que répondez-vous? Vous savez, j'ai l'impression que mon contradicteur, il est heureux quand il fabrique de fausses informations et il met ça sur l'Internet. Et il prend les fausses informations que lui-même, il a fait publier sur Internet pour se convaincre lui-même. Vous êtes au Togo, je suis au Togo. Il parle de quel Togo? On a un dernier recensement général de la population et de l'habitat. Si vous additionnez Lomé commune plus Golfe, ça vous donne combien d'habitants? Moins de 2 millions d'habitants. Si vous aviez 600 000 manifestants, ça signifie qu'au moins un quart des populations de la préfecture du Golfe et de Lomé commune étaient dans les rues. Vous voulez tromper qui? Vous pouvez vous tromper et ça peut vous réconforter de votre échec. Cela n'émeut personne. Ça, c'est le premier élément. C'est des gens qui sont toujours et systématiquement dans le déni de la vérité. Tout le monde sait qu'il y avait des Togolais qui manifestaient, qui protestaient. Ça, c'est un fait établi. Combien ils étaient, ce n'est pas le chiffre qu'ils invoquent. Donc finalement, il y a de la même manière, une guerre de chiffres. Non, on n'a pas besoin de cela. Nous sommes un gouvernement responsable. On n'a pas à entrer dans une guerre de chiffonniers. Et surtout pas avec des gens qui ne représentent rien. Un gouvernement responsable qui est accusé de réprimer ou d'avoir donné l'ordre de réprimer les manifestations. Vous savez, dans notre pays, nous sommes un gouvernement qui use d'ouverture et d'esprit de conciliation. Vous l'avez présenté tout à l'heure comme un des responsables du collectif Sauvons le Togo. Est-ce que vous connaissez les statuts de ce collectif? En tout cas, nous avons les documents. Je vous demande, est-ce que vous connaissez, est-ce que vous avez la certitude qu'ils ont les cutis pour opérer légalement? Je crois que Claude Ameganvi est là. Alors, j'espère qu'il répondra tout à l'heure à cette question. Malgré le fait que l'existence de cette organisation-là, sur le plan légal, est sujet à caution, le gouvernement n'a jamais manqué d'être à l'écoute des membres de ce collectif qui est en réalité une tentacule du FRAC et de l'ANC. On a vu que les marches de samedi, ça ne donne plus rien. On a vu que les Togolais se désintéressent totalement de ce qui se passe sur la plage tous les samedis. Et on tente de phagocyter un certain nombre d'activistes qui se prétendent militants ou défenseurs des droits de l'homme. On regroupe un certain nombre de badauds et on veut créer un climat d'insurrection. Pour autant, le gouvernement est resté constant dans sa volonté d'ouverture et de dialogue. Quand la demande de manifestation a été faite, je vous rappelle que la loi sur les manifestations publiques n'oblige pas le gouvernement, n'institue plus la nécessité d'une autorisation, mais prévoit la possibilité pour le gouvernement d'interdire. Je dis bien d'interdire. Lorsqu'il y a des raisons d'ordre public qui font que la manifestation pourrait dégénérer. Les responsables du collectif ont été reçus par 2 ministres. On a attiré leur attention sur les risques de débordement et de dégâts que l'emplacement de la manifestation risquait d'engendrer et d'entraîner. Mais vous ne vous êtes pas opposé à la manifestation elle-même? Non, parce que nous sommes responsables et nous avons cru qu'ils étaient des gens responsables. Et ils ont donné les assurances qu'ils avaient un service d'ordre interne qui allait canaliser les manifestants. Et c'est pas ce qui s'est passé. Maintenant, monsieur le ministre, revenons à ma question. Est-ce que c'est parce qu'il n'y avait pas 500 000 Togolais, c'est parce qu'il y en avait moins qu'il fallait réprimer? Il n'y a pas eu de répression. Alors, ça peut vous faire plaisir d'utiliser des mots qui n'ont pas de sens, mais il n'y a pas de répression. Tout gouvernement en Afrique ou en Europe a la responsabilité de gérer les manifestations et de faire en sorte que ceux qui manifestent le fassent, mais ceux qui ne manifestent pas soient aussi respectés. Voilà ce que le gouvernement s'est contenté de faire. D'accord. Claude Ameganvi, le CST, le collectif Sauvons le Togo, n'a pas une existence juridique. Mais je rigole. Mais je rigole parce que, bon, vraiment, je ne sais pas sur quelle planète on se trouve. Hein. Parce que, bon, je vais commencer par le début. Si M. Bawara ne le sait pas, je vais lui apprendre que M.
Etienne Gnassingbé Eyadema, moi je l'appelle comme ça, le père de Faure Issazimnia Gnassingbé, après le soulèvement populaire du 5 octobre 1990, a reçu exactement, je crois, le 3 mai 1991, une délégation d'organisation qui, à l'époque, avait une existence, légale, fraîche, disons. Et c'était cette série d'associations qui s'était constituée à l'époque du phare. Le phare avait été dissous peu après. Et de responsables politiques qui commençaient à constituer des organisations politiques qui n'avaient pas encore pour toutes une existence légale. Vous savez, après la promulgation de la charte des partis. Et ces organisations ont été reçues par M. Etienne Gnassingbé Eyadema à l'époque. Et le regroupement de l'ensemble de ces organisations de la société civile et partis politiques naissants, s'appelait le Code FOD. Le Code FOD n'a jamais eu d'existence légale dans ce pays. Par contre, ces différentes composantes ont eu une existence légale. Mais M. Eyadema n'a jamais considéré que, parce que le Code FOD était un regroupement, un cartel d'organisations qui s'étaient associées, il n'allait pas le recevoir. Et il n'a jamais dénié à ce regroupement son caractère légal. La preuve, c'est que toute une série de négociations ont été faites avec ce regroupement, et c'est ça qui a conduit, par exemple, à la conférence nationale. Laquelle conférence nationale a acté et a enregistré toutes les conquêtes démocratiques que le peuple togolais avait arrachées par sa mobilisation depuis le 5 octobre 1990. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, toutes ces organisations ont désormais une base légale. Bien. Alors, 21 ans après, c'est-à-dire cette année, 2012 où nous nous trouvons, le même processus a été initié, après qu'entre-temps, plusieurs processus de la sorte ont été initiés. Et il est mal placé. Peut-être qu'il n'était pas dans le pays, donc il ne pouvait pas le savoir, puisque je crois savoir qu'il a vécu beaucoup plus souvent à l'étranger dans des organisations internationales. Donc peut-être qu'il n'est pas au courant de toute une série de réalités de la situation nationale. Mais différents regroupements, différents fronts se sont constitués qui ont toujours discuté avec le gouvernement. Alors, les entités composantes de ce front, ont, elles, en ce qui les concerne, une existence légale, mais le Code FOD d'hier ou le collectif Sauvons le Togo d'aujourd'hui n'a pas besoin de faire de démarche légale d'existence avant d'exister. Puisque l'objet de son existence, qui est contenu dans sa plateforme, et dans ce qui est une sorte de règlement intérieur pour notre fonctionnement, suffit largement pour définir nos buts et nos objectifs. Étant entendu que le regroupement pour nous est tout à fait circonstancié à l'objet de son existence, à savoir la satisfaction de la plateforme. Une fois que le contenu de la plateforme que nous avons sera satisfait, eh bien, le collectif se dissoudra. Ouais. Parce qu'il en est toujours ainsi des regroupements de circonstances qui se constituent des fronts, des collectifs et autres. Alors, Monsieur le ministre, nous allons nous intéresser maintenant au cas Agboyo Mekodjo, parce que depuis samedi, on a procédé à l'arrestation des leaders du collectif Sauvons le Togo. On a d'abord arrêté les 3 avocats, et puis après, hier, le domicile de Messa Agboyo Mekodjo a été, en tout cas, investi. Les forces de l'ordre qui sont entrées, on peut même être tenté de dire par infraction, j'allais dire. Est-ce que les soldats ou les forces de l'ordre ignoraient la loi qui prévoit que les anciens présidents de l'Assemblée nationale, les anciens ministres, soient traités beaucoup plus dignement que ça? Non, je vois que mon interlocuteur confirme d'abord le fait que le collectif Sauvons le Togo n'a aucune existence légale. Ça, il vient de le confirmer. Ce qui aussi confirme le fait que le gouvernement est dans des prédispositions d'esprit positifs. Quand, malgré la non-existence légale du collectif, il traite et discute avec les responsables de ce collectif. Je dis tout simplement, tout à l'heure, que le collectif était une dérivation de l'ANC et du FRAC, parce que les gens n'ont pas réussi à mobiliser les foules dans leur manifestation de samedi et on tente de dévier. Il est également en train de confirmer que les responsables du collectif espèrent ressusciter ou rééditer les révolutions des années 90
le climat de 1990 mais ce qui s'est passé le 12 juin dernier qui avait conduit à la conférence nationale. Mais le mardi 12 juin, je crois que quand il parle des Togolais, je doute d'ailleurs qu'il ait eu l'occasion de dépasser Tchévier pour connaître les profondeurs du Togo. Voilà des gens qui sont enfermés dans quelques quartiers de Lomé et qui ont tendance à croire que leurs revendications partisanes traduisent les préoccupations et les aspirations profondes des Togolais. Mais Lomé, c'est la capitale. Hein. Oui, c'est la capitale, mais ce n'est pas tout le Togo. Et je les encourage à essayer de sillonner l'ensemble du territoire national, à être à l'écoute de ce qui constitue aujourd'hui véritablement les aspirations et les attentes des Togolais. Nous devons, dans un esprit de respect mutuel et de tolérance, débattre, discuter, y compris sur les sujets de réforme politique et institutionnelle. J'ai dit mais tout à l'heure il semble que vous ne soyez pas de bonne foi. De quelle bonne foi vous parlez? Nous avons œuvré, c'est le président Faure qui a initié la relance des pourparlers politiques intertogolais qui ont abouti à l'APG. Et depuis lors, si il n'y a pas eu une application intégrale de cet accord, c'est en raison principalement de l'attitude de l'opposition. Je voudrais rappeler qu'au lendemain de la signature de l'APG, l'UFC avait refusé de participer au gouvernement, ce qui a handicapé la mise en œuvre de l'accord. Au lendemain des législatives de 2007, le président Faure a voulu continuer avec l'expérience d'un gouvernement d'ouverture avec les autres partis politiques. Le CAR n'a pas voulu, l'UFC n'a pas voulu, la CDPA et d'autres ont accepté, ont participé au gouvernement. Je voudrais aussi rappeler qu'au lendemain de l'élection présidentielle de 2010, il y a eu un accord RPT-UFC et cet accord n'était pas exclusif. Le Premier ministre Humbo et le président de la République ont adressé des invitations aux autres partis politiques afin qu'ils viennent pour que dans un climat consensuel, on puisse réaliser les réformes. Les gouvernements d'ouverture ne sont pas une fin en soi. Qui a refusé? C'est l'opposition. Le président de la République a adressé des invitations à tous les partis politiques pour voir comment renouer le dialogue en juin 2010. Qui a refusé? C'est l'ANC, en alignant une litanie de conditionnalités et d'exigences. Malgré ça, le CPDC rénové a été mis en place. Qui l'a boycotté? Les mêmes partis, l'ANC, le CAR. Pourquoi? En disant que non, il y avait d'autres personnes qui étaient venues. Or, je voudrais vous rappeler que je suis négociateur et signataire de l'APG. Le sens même du cadre permanent de dialogue et de concertation, c'est de permettre aux acteurs politiques et sociaux qui ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale de pouvoir exprimer leur point de vue, oui, mais en attendant, de pouvoir apporter leur contribution. Nous avons tout le temps, on en parlera. Je veux vous dire que les Togolais sont témoins des efforts qui sont déployés par le président de la République et le gouvernement. Ils sont aussi témoins de la mauvaise foi de l'opposition et ils sont aussi témoins de leur politique de contestation et de rejet systématique. Et ils sont aussi témoins de ce qui est arrivé hier dans la maison de M. Agbeome Kodjo, un ancien président de l'Assemblée nationale qu'on a amené dans des conditions qu'on nous a décrites. Est-ce que les forces de sécurité ou de l'ordre ignoraient que la loi prévoit un traitement, disons, honorable pour ces personnes-là? J'avais cru comprendre des propres déclarations de M. Agbeome Kodjo qu'il y a quelques jours, il avait été invité à travers un appel à se rendre comme les autres responsables du collectif à une invitation. Pourquoi il n'a pas répondu? Donc pour cela, il faut déployer. Je demande pourquoi il ne se reproche de rien, mais il décide de ne pas répondre à une invitation qui était pacifique. Pourquoi il n'a pas répondu? Non, j'imagine que c'est lui-même qui s'est mis dans la situation. Oui, mais monsieur le ministre, c'est lui-même qui s'est mis dans la situation qui s'est produite. Oui, avec un peu de recul, est-ce que cela justifie qu'on défonce les portes? Parce qu'on l'a vu dans les photos sur Internet, on a même été chez lui, on a constaté de visu. Est-ce que ça explique ou justifie qu'on se comporte à un moment où on prône l'apaisement, la réconciliation? Vous voulez dire que M. Agbeome Kodjo, ancien Premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale, ancien DG du port autonome de Lomé, ministre de la jeunesse et des sports, ministre de l'Intérieur, lorsqu'il y a eu les événements dramatiques et douloureux de Feu Jardin. Vous voulez me dire que ce personnage-là, d'une inconstance notoire, vous voulez dire qu'il s'est présenté à son portail quand les gens sont venus, quels que soient les motifs pour lesquels
les forces de sécurité sont arrivées chez lui. Si j'étais dans son cas, je sors, je vois quel est l'objet de leur visite. Vous voulez dire qu'il est sorti devant son portail et malgré cela, le portail a été défoncé? C'est ce que vous voulez me dire? Je demande, vous voulez me dire que M. Agbemé Kodjo moi j'ai juste envie de a accepté? Ce n'est quand même pas un monologue. Oui, moi, tout à fait. Alors, M. Kodamegavi, la parole dans ce plateau justement, par rapport pour faire ces monologues et parler. M. Kodamegavi, Oui. justement, je ne veux pas dire que j'ai l'impression que le ministre Bawara semble justifier ce qui est arrivé hier au domicile de M. Agbemé Kodjo. Non, d'abord, je vais commencer par faire une première chose, c'est de lire la loi telle qu'elle existe. Hein? La loi, c'est la loi organique numéro 2007-014 qui a été promulguée le 19 juin 2007. 19 juin 2007, la promulgation, ça veut dire que c'est Faure Issazemia Gnassingbé lui-même qui l'a promulguée. Tout à fait. Puisque ça intervient exactement deux ans après son avènement au pouvoir. Alors, il faut se demander simplement, mais pourquoi cette loi a-t-elle été promulguée? Je cite la partie qui nous intéresse d'abord, ensuite je fais les commentaires. Allez-y. L'article 10 de cette loi dit ceci: aucun président de l'Assemblée nationale ne peut être poursuivi ou arrêté en raison des faits délictuels par lui commis qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale, obtenue après une délibération spéciale votée à la majorité absolue des membres de l'Assemblée nationale. Article 11. Le procureur général, près la Cour suprême, a visé des faits, par tout moyen, saisi le bureau de l'Assemblée nationale d'une requête en vue de la convocation de l'Assemblée nationale aux fins de délibération sur l'opportunité de la poursuite ou de l'arrestation de l'ancien président de l'Assemblée nationale. Et cette loi organique porte statut des anciens présidents de l'Assemblée nationale. Alors, après 2007... si les choses se sont passées de cette façon-là, c'est que quelque part, on a voulu donner des gages et protéger mutuellement toute une série de personnes qui avaient beaucoup de choses à se reprocher. Notamment, à l'époque, l'actuel président de l'Assemblée nationale, mais qui a occupé le poste de président par intérim. De même que Faure Issazemia Gnassingbé lui-même, puisque vous savez toute la chimie par laquelle on a fait en sorte qu'il soit élu, etc. Après le coup de force du 5 février, que vous avez connu. Donc, il est manifeste, au vu de ce texte, que M. Bawara n'a pas eu le courage de citer tout à l'heure, parce qu'il sait très bien que ça ne l'arrange pas. Il le sait d'autant mieux que ce que son gouvernement, le gouvernement qu'il défend, a commis, mais est un acte de gangstérisme d'État pur et simple. Pour la simple raison qu'il ne peut pas y avoir la loi et le gouvernement qui prétend faire appliquer la loi à l'ensemble des Togolais va faire autre chose, c'est-à-dire violer cette loi-là. Il le sait très bien. Et donc, à partir de là, lorsqu'il parle d'inconstance notoire, c'est lui qui est inconstant notoire. Pour la simple raison que je me rappelle par le passé, mais toutes les foucades, toutes les incartades de M. Bawara contre Gilles Chryss-Olympio notamment, mais il oubliait ce monsieur qu'un jour, la donne politique va changer et que M. Faure Issazemia Gnassingbé va peut-être avoir besoin de Gilles Chryss-Olympio et lui, ayant trahi la confiance que le peuple togolais avait en lui, avec armes et bagages, a signé un accord avec Faure Issazemia Gnassingbé. Sauf que la contrepartie de cet accord, c'est que M. Bawara soit débarqué du gouvernement. Lui qui passait son temps à insulter Gilles Chryss-Olympio en le traitant de... quel terme il utilisait là? Voilà, si vous permettez, je vais vous emprunter le terme. Oui. Amnésique. Non, pas d'amnésique. C'était pire que ça. Il disait que c'était un trafiquant, quelqu'un qui passait les frontières, etc., etc. Alors, il est d'autant mieux placé aujourd'hui que cette réalité-là, doit l'emmener aujourd'hui à réfléchir davantage à ce qui se passe dans notre pays. Et du point de vue des violations, il y a ce que j'ai dit tout à l'heure sur le cas d'Agbeyome. Mais il y a celui que vous avez cité aussi sur la situation des avocats. Ouais. Aucun avocat ne peut être entendu sans la présence du bâtonnier de l'ordre des avocats. Or, on a été chercher ces avocats, on les a simplement invités à venir discuter. On ne leur a même pas envoyé une convocation ou une citation à comparaître en bonne et due forme, c'est-à-dire qu'on leur a tendu un guet-apens
Ça, c'est la caractéristique des gangsters qui dirigent l'État togolais. Ensuite, quand ils sont arrivés, au lieu de demander à ce que le bâtonnier de l'ordre des avocats vienne avant toute audition, ils ont commencé, et le bâtonnier, mobilisé par ceux qui se sont préoccupés de leur situation, n'est arrivé que par la suite. Ensuite, en ce qui concerne nos marches pacifiques, toutes celles que le collectif Sauvons le Togo a organisées dans la dernière période. Mais savez-vous que nous avons assisté à cette extraordinaire chose que le président de la délégation spéciale de la ville de Lomé, le contre-amiral Fogan Adénion, a publiquement dit à Zeus Ajavon et à Maître Raphaël Pandé Adjaré qu'il ne connaît pas la loi que lui, en tant que maire de Lomé, est censé appliquer dans le cadre des procédures de déclaration préalable pour l'organisation des manifestations. Et de nous dire que lui, il agit de façon pratique, de façon pragmatique, au fur et à mesure. Non, je termine, parce que c'est extrêmement important. Rapidement. L'autre chose, c'est en ce qui concerne le rapport de la CNDH. Il a été constaté dans ce pays qu'il y a eu une falsification de ce rapport. Mais la question se pose jusqu'aujourd'hui de savoir, mais qui a falsifié? Quels sont les auteurs de cette falsification? Alors, monsieur le ministre, la chose a été demandée, jusqu'à présent, rien. Et la dernière chose, c'est que l'Union européenne a fait toute une série de recommandations. Ah oui, alors, toutes les prises de parole sont chronométrées. Alors, monsieur le ministre, tout à l'heure, vous avez dit que les journalistes sont libres d'employer les mots qu'ils veulent, mais vous, quel vocable ou quel mot utiliserez-vous pour désigner tout ce qui s'est passé les mardis, mercredis 12 et 13 juin dernier? Je dirais tout simplement qu'il y a des Togolais qui manifestent, qui expriment des préoccupations, qui sont diverses, même si tout cela est instrumentalisé. Monsieur... Non, je veux dire le contraire, ce qui s'est passé, je veux dire la dispersion, parce que vous n'aimez pas le mot répression, la dispersion. Quel autre mot trouvez-vous pour désigner tout ça? Je dirais tout simplement que gaz lacrymogène, même dans les églises. Même en France et aux États-Unis, on utilise les gaz lacrymogènes. Mais pas dans les églises. Non, ça c'est... Vous savez, quand vous lancez du gaz lacrymogène, vous ne lui donnez pas... Le vent peut l'emporter? Non, vous ne lui dites pas, bon, vous faites 2 mètres et vous tombez là. Vous faites 10 mètres et vous tombez là. N'allez pas dire ça à la population togolaise. Je voulais rappeler à mon interlocuteur qui parle que des avocats auraient été arrêtés. Mais c'est la confusion, justement, qui est instaurée dans notre pays. Désormais, vous ne savez plus si M. Pandé Adjaré est président de la Ligue togolaise des droits de l'homme, l'avocat de tel ou tel impliqué dans telle ou telle affaire, responsable du collectif. Vous ne savez pas si Zeus Adjavon, c'est l'ancien candidat aux élections législatives, l'ancien militant et membre de l'UTD, si c'est l'avocat qui défend certaines causes, ou c'est le responsable. Vous voyez, les gens portent tellement de chapeaux et assument des personnages contradictoires qu'à un moment donné, les Togolais sont dans la confusion totale. Les personnes dont on parle, on ne sait plus quel rôle ils jouent dans la société togolaise. Est-ce qu'ils veulent être des avocats? Ils veulent être des politiciens? Ils veulent être des défenseurs des droits de l'homme? Ils veulent être des syndicalistes? Personne ne sait. Et donc, ils sont victimes de leur propre confusion. En deuxième lieu, je dis tout simplement que le gouvernement a la responsabilité de gérer une manifestation. Quel est ce genre de manifestation dite pacifique où on intercepte les émigrants, où on pousse les passants qui sont dans les parages, qui ne demandent rien, où on détruit. Le collectif dit qu'il a été infiltré. C'est ce qu'ils disent. Mais les gens qui ont été arrêtés, donc ils sont des infiltrés. Vous voulez dire que les gens qui ont été arrêtés sont des infiltrés? C'est peut-être la question. Il ne faut pas, ça c'est du bavardage inutile. D'accord. Qu'ils le disent ou qu'ils ne le disent pas, la vérité est là. Quel intérêt le gouvernement aurait eu à infiltrer une marche dont on savait pertinemment qu'elle risquait de dégénérer? Et cela a été dit aux initiateurs et aux instigateurs de la marche, qui cherchent à défier l'autorité de l'État. Je voudrais aussi dire, on ne peut pas édifier la démocratie et l'État de droit sans État et sans le respect de l'autorité de l'État. Nous devons chercher à dialoguer, à discuter. Lorsqu'il y a des problèmes, il y a des problèmes qui se posent, y compris s'il s'agit de modifier ou d'améliorer le cadre électoral, mais pas en recourant à la violence. Tout à fait. Pas en incitant à la haine. D'accord. Et en jouant sur
le tribalisme et le régionalisme. Claude Amengavi, tout à l'heure, le ministre Bara... C'est inacceptable. Tout à l'heure, le ministre Bara a semblé dire ce que certaines personnes disent déjà, à savoir que la composition même du collectif, qui est, on va dire, un assemblage de partis politiques, d'organisations de défense des droits de l'homme, que cette composition, elle est pas bonne. Non, mais ça les regarde. Qu'on mélange les rôles, quoi. Non, toujours est-il que ce collectif est un collectif citoyen. C'est-à-dire qu'il a pour objet de défendre les intérêts des populations du point de vue de leurs droits sociaux et de leurs droits de citoyens. Et vous voyez, ce qu'ils ne savent pas, peut-être au gouvernement, et qu'ils devraient être emmenés à savoir davantage, c'est que même la Déclaration universelle des droits de l'homme et tous les protocoles qui l'accompagnent, de même que les textes de la CEDEAO, tous ratifiés par l'État togolais, donnent le droit à l'ensemble des citoyens d'avoir droit à ce que leur vote soit exprimé dans la transparence en ce qui concerne le choix de leurs responsables. Et donc, de ce point de vue, toutes ces questions-là concernent les organisations de défense des droits de l'homme, les organisations de la société civile. Ici, le collectif Sauvons le Togo n'est pas parti à, disons, une campagne politique de compétition électorale. Non. Ce que nous voulons, c'est qu'il existe des conditions pour l'organisation d'élections libres, transparentes et démocratiques au Togo. Et ça concerne tous les citoyens togolais et toutes les organisations, quelle que soit leur nature, qu'elles soient politiques, qu'elles soient des associations de défense des droits de l'homme, qu'elles soient des associations de la société civile chargées de défendre les intérêts des populations. Cela est un droit inaliénable. Et donc, à partir de là, nous avons bien veillé à ce que le contenu de la plateforme que nous avons élaborée, que nous avons envoyée au gouvernement, tienne compte du caractère spécifique de ces organisations qui sont mises en place. Une fois que ces conditions auront été réunies, après, si oui, nous arrivons à obtenir les conditions d'organisation démocratique des élections, viendra le temps de la campagne électorale, et là, les partis donneront leur programme et les associations ne seront plus avec elles. Maintenant, ce que je constate, c'est que manifestement, il y a une volonté de refus de la part du gouvernement de discuter sérieusement du contenu de cette plateforme, qui pose pourtant des problèmes extrêmement simples et qui revient sur toute une série de recommandations qui ont été faites depuis des années et des années, aussi bien par les missions de vérification de l'ONU, par les rapports des missions de l'Union européenne, de la CEDEAO et autres, par la Commission nationale des droits de l'homme en ce qui concerne cette question de la torture, qui est une question extrêmement importante dans la situation togolaise. Et vous voyez comment M. Bara élude cette question. Et donc, on s'en retient aujourd'hui essentiellement à quoi? À nous faire croire que, en réalité, c'est nous qui serions des casseurs. Alors, pourquoi aurions-nous organisé des manifestations pour faire les casses contre elles? Mais cela n'a absolument aucun sens. Et donc, c'est parce que eux n'ont pas envie de discuter qu'ils organisent ces choses-là de manière à semer une confusion totale dans le pays, que les problèmes ne soient pas discutés, et qu'ensuite, ils nous disent « Ah, vous voyez, on est arrivé au mois d'octobre, bon, les délais sont incompressibles, il faut que nous allions aux élections, et dans la précipitation, on va aux élections, ils organisent des fraudes, et ils organisent le circuit, répression, élections, etc. etc. » D'accord, merci beaucoup. Ça ne passera plus. Très bien, Claude Amengavi, merci, monsieur le ministre. On va devoir vous permettre de souffler un tout petit peu. On se retrouve juste derrière cette brève pause. Hey, tu nous reconnais. Vous êtes photographe, professionnel ou amateur. Vous avez besoin d'un service photo rapide. X-Photo, avec un laboratoire professionnel, répond à toutes vos préoccupations. Photo en 5 minutes. Développement de photos numériques, agrandissement sur format papier, bâche et vinyle. Retouche photo, encadrement des photos, traitement et sauvegarde de vos photos en support numérique. Vite, allez à X-Photo, avenue Maman Danida, à côté de la pharmacie Akofa, ou à Adido Adin, en face de Jess House, à Tochi. Contact 22 51 34 43. X-Photo, le grand laboratoire au service de tous. Fais comme un chat, comme un petit ricain, on s'en fout de quelqu'un. Vie d'entreprise. L'espace commercial de votre rendez-vous sur l'entrepreneuriat et la vie des entreprises est disponible. Grandes entreprises, PME, PMI, grandes écoles, coopératives, jeunes diplômés, profitez de cet espace commercial et communiquez sur divers formats.
Communiqué, publi-reportage, sponsoring, achat d'espace, offres et demande d'emploi. Contactez le service commercial au 99 10 80 80 ou au 22 22 25 41. Vie d'entreprise. Info, musique, interview, plateau, Légende FM, la radio qui vous ressemble. L'autre journal, édition spéciale sur la légende consacrée au décryptage de l'actualité sociopolitique qui marque cette semaine dans notre pays. Comme invité, nous avons le ministre Gilbert Bawara, conseiller spécial du chef de l'État, Claude Ameganvi, le premier responsable du Parti des Travailleurs, parti membre du collectif Sauvons le Togo. Monsieur le ministre, le collectif ne demande qu'une chose, le retrait de l'Assemblée nationale des 2 lois. Est-ce que c'est de la mer à boire pour vous? Mais écoutez, monsieur, quelle légitimité ils ont pour demander cela? Dites-moi, quelle légitimité ils ont pour demander cela? Ils représentent quoi pour demander le retrait de ces textes? Tout à l'heure, se référant aux années 90, il a dit l'esprit dans lequel les manifestations d'aujourd'hui sont organisées suscitait un contexte similaire à celui qui avait conduit à la conférence nationale souveraine. Voilà la raison des casses. Voilà la raison des violences et des exactions qu'ils sont en train d'organiser en parlant de manifestations. Nous disons les manifestations et l'expression des libertés doivent être garanties et respectées dans notre pays. L'État a la responsabilité de veiller à ce que ceux qui ont envie de manifester, manifestent. Comme l'État a aussi la responsabilité de veiller à ce que ceux qui veulent vaquer à leurs occupations le fassent. C'est pas ce que nous avons constaté à Décon il y a quelques jours. Tout le monde le sait, que des émigrants ont été empêchés de travailler, que des magasins ont été obligés de fermer et même ont subi des dommages et des destructions. Non, ce n'est pas une manifestation de liberté. C'est beaucoup plus une volonté d'instaurer un climat anarchique qui ne peut être accepté par aucun gouvernement dans le monde. La deuxième chose, j'ai commencé en disant que depuis, je vous ai cité depuis 2006, les initiatives concrètes, les démarches qui ont été entreprises par le président de la République ou par le gouvernement. Les 2 dernières en date, si vous voulez, je vous les rappelle. Le dialogue réduit entre le gouvernement, le RPT de l'époque, l'UFC, l'ANC et le CAR. L'UFC n'a pas voulu participer. La présidence de ce cadre de dialogue a été confiée à M. Patrick Lawson. C'est M. Jean-Pierre Favre, leader de l'ANC, qui allait torpiller ce dialogue parce qu'il n'avait pas envie que M. Patrick Lawson réussisse. Qu'est-ce qui était à l'agenda des discussions? Pourquoi le ferait-il? Mais je ne sais pas, ça doit être un problème interne de leadership au sein de leur mouvement. Vous êtes président d'un parti politique. Vous déléguez un de vos membres pour présider une institution. La logique, vous n'avez pas besoin de participer vous-même à cette discussion. Et quand le gouvernement a mis en place ce cadre, après que les gens avaient refusé de contribuer au CPDC dit rénové, nous avons dit que l'agenda est ouvert. Il faut discuter de tout, aussi bien du cadre électoral que des questions touchant à la Constitution. Le nombre de mandats, le nombre et la durée de mandat du président de la République, le mode de scrutin à l'élection présidentielle. Mais tous les Togolais savent qu'il y a une priorité dans l'ordre chronologique. Nous avons des élections législatives bientôt. Les élections présidentielles sont prévues pour 2015. Alors, le gouvernement dit, mettons-nous d'accord sur le code électoral, sur le cadre électoral, nous envoyons les textes à l'Assemblée nationale pour entamer les débats et nous poursuivons dans la foulée avec les sujets touchant à la Constitution. L'ANC et le CAR disent non, il faut faire un tirage au sort. Mais si ces gens-là avaient une représentativité politique, s'ils voulaient être sérieux et crédibles, ils devraient savoir qu'est-ce qui est prioritaire aujourd'hui et qu'est-ce qui ne l'est pas. D'accord. La dernière initiative, je voudrais terminer par là. Le Premier ministre a pris la peine d'appeler les partis politiques pour leur dire, même si les textes ont été envoyés à l'Assemblée nationale, il est possible de les améliorer. J'aurais été à la place de l'ANC, du CAR, de la CDPA et tous ceux qui ont été invités, j'aurais dit au Premier ministre, Monsieur le Premier ministre, donnez-moi le texte sur lequel vous voulez que nous discutions, donnez-moi un certain nombre de jours, je reviendrai vers vous
Et je vous dirai de quelle manière nous pouvons améliorer les choses. Très bien. S'ils reviennent avec 1 point, 2 points, 10 points ou 1000 points, à partir de ce moment-là, les discussions ont un contenu et un sens. D'accord. Ils ont dit non. Donc la responsabilité du blocage, il est clairement dans le camp des amis de mon interlocuteur et non pas dans le camp du gouvernement. Le gouvernement aujourd'hui représenté dans cette émission par le ministre Bawara décline balaye du revers de la main toutes les accusations qui sont portées contre lui. Aujourd'hui, il semble que la mauvaise foi se trouve plutôt dans votre camp. Mais c'est absolument faux, puisque la mauvaise foi est de leur côté. Et je l'ai démontré tout à l'heure. Moi, quand je parle, j'apporte des preuves. Et je dis que, d'abord, si je dis qu'ils sont des cancers, j'explique pourquoi. Et là, en l'occurrence, je dis que ce qu'ils ont fait les 24 et 31 mai, c'est-à-dire où ils ont fait des coups de force en adoptant les 2 projets de loi, l'un relatif à la modification du code électoral, l'autre à la modification de la loi organique sur le nombre des députés à l'Assemblée nationale, mais est une illégalité flagrante, puisqu'il sait très bien qu'un protocole facultatif de la CEDEAO interdit à tout gouvernement membre de la CEDEAO de procéder à des modifications des lois électorales 6 mois avant l'organisation des scrutins. Et donc, dans la situation togolaise, si des élections sont prévues pour octobre 2012, eh bien, à cette date des 24 et 31 mai, ils n'ont pas le droit, ils n'ont aucun droit de procéder à ces modifications. De toute façon, vous ne perdez rien pour attendre. Parce que nous allons introduire des recours à la Cour de justice de la CEDEAO. Et vous allez voir, si oui ou non, ces choses que vous dites que, votre Cour constitutionnelle n'est pas au-dessus, etc., nous verrons. Et de toute façon, nous obtiendrons que la Cour se prononce. De la même manière qu'elle s'est prononcée dans le cas des 9 députés de l'ANC, a démontré qu'ils n'ont jamais démissionné de l'Assemblée nationale alors que vous avez prétendu le contraire, montrant encore une fois que c'est vous qui êtes des menteurs. C'est vous qui organisez des trucages. C'est vous qui faites écrire des lettres. C'est vous qui introduisez des choses pour, précisément, avoir une assemblée mouton qui fait adopter les textes que vous voulez, même y compris en toute illégalité. La deuxième chose que je dirais, à partir de là, est que les questions que nous proposons, ce que nous disons est très simple. C'est qu'il y a des réformes constitutionnelles et institutionnelles à faire. Et au point de départ, ce que, ces lois introduisent d'inacceptable, c'est qu'elles ont été élaborées hors de tout consensus. Et j'ai parlé du protocole additif de la CEDEAO tout à l'heure, mais ce protocole ne prévoit ou n'accepte la modification éventuelle des lois électorales que dans les cas d'un consensus. Mais où avez-vous votre consensus? Si, comme vous le dites vous-même, le CAR et l'ANC refusent, si, comme nous le savons tous, même l'UFC, qui est partie de la coalition gouvernementale, a voté contre le deuxième des textes, et systématiquement aujourd'hui, tous les textes que vous introduisez, ils votent contre. Mais où est votre consensus? Alors que vous dites que c'est le consensus qui doit prévaloir. Où est-il votre consensus? Et donc, précisément, s'il n'y a pas de consensus, c'est que vous utilisez des coups de force à répétition. Et je dis à partir de là que la constitution togolaise, vous savez, donne la capacité au peuple togolais, placer devant des gouvernements illégitimes, des gouvernements qui utilisent des coups de force, de recourir à l'insurrection, qui est le plus sacré des droits. C'est ce que le texte dit, l'article 150 de la Constitution. En cas de coup d'État, en cas de coup de force, dans ces circonstances, pour tout Togolais, désobéir et s'organiser pour faire échec à l'autorité illégitime constitue le plus sacré des droits et le plus impératif des devoirs. Mais c'est ce droit-là que le peuple togolais a exercé le 5 octobre 1990. Puisque avant, il y avait le parti unique, parti État, RPT, qui brimait les populations, qui les assassinait, qui les torturait, etc. Toutes ces horreurs que nous avons entendues à la conférence nationale et qui continuent encore jusqu'à aujourd'hui. Pendant 45 ans, le régime du clan des Nyasingbe a réduit les Togolais à l'esclavage, les massacres de jour en jour, et ça continue encore de nos jours. C'est cela, et qui a ouvert la voie à ce qui est la pluralité des opinions dans un pays. Mais comment pouvez-vous vous imaginer qu'un pays puisse exister sans que ne puisse être permis aux citoyens l'occasion d'exprimer de manière contradictoire leurs aspirations et de faire en sorte que par l'échange des idées, on puisse faire avancer le pays comme cela existe dans toutes les démocraties avancées, notamment en Europe. Monsieur le ministre, vous êtes très jeune, vous êtes un intellectuel, vous avez travaillé dans des organisations internationales, mais est-ce que 45 ans de règne, ce n'est pas fatigant? Vous savez, les insinuations que sous-tendent
votre question m'amène à ne pas y répondre. Parce que j'estime qu'au Togo, on doit valoriser tous les facteurs de cohésion et d'unité nationale. L'alternance ne se décrète pas, elle se conquiert à travers les urnes. Je voudrais quand même rappeler un certain nombre de faits. Tout ce que j'ai dit tout à l'heure concernant les initiatives concrètes de dialogue, il n'a pas été à mesure de dire que c'est faux. Ça, c'est de un. En deuxième lieu, je crois savoir qu'il n'a pas été aux élections législatives de 2007 parce qu'il anticipait sans doute les résultats négatifs qu'il allait avoir. Monsieur Zossi Ajabon, qui est le responsable du collectif, était un candidat aux élections législatives. Est-ce que parce qu'il a eu un résultat minable, c'est ça qui confère une illégitimité à l'Assemblée nationale? La CDPA avait une liste dans ce pays, à Lomé. On sait les résultats. Est-ce que parce qu'eux n'ont pas été élus, ça délégitime l'Assemblée nationale? Je voudrais dire trois choses. Un, sur le protocole facultatif de la CEDEAO. La logique de son raisonnement serait de dire les modifications apportées récemment doivent être invalidées. Cela signifie que nous allons retourner au statu quo ante. Donc les lois applicables avant la modification, c'est-à-dire le code électoral qui existait avant, serait d'application et le découpage électoral serait d'application. Si on compare les deux, tout Togolais de bon sens verra que les deux choses ont permis de consacrer des avancées impressionnantes. Si ces avancées-là sont rejetées et qu'il faut appliquer les textes de loi qui préexistaient pour les prochaines élections, j'en prends acte que c'est ce qu'ils veulent. Deuxièmement, concernant le consensus. Rapidement. Comment voulez-vous qu'on parle de dialogue, qu'on parle de consensus avec des gens, notamment l'ANC, dont le fondement même et la philosophie reposent sur le rejet de toute initiative venant du gouvernement? Troisième chose. Et la troisième chose, nous restons ouverts et disponibles pour discuter. Jusqu'à présent, il n'a pas été à mesure, nous allons finir l'émission, sans qu'il vous ait dit quelles dispositions du code électoral révisées et qu'est-ce qui aurait dû être fait concernant le découpage. Donc c'est pour vous dire, ils sont en train de surfer sur des formalismes, ils n'ont aucune revendication sérieuse. Merci. Ils Alors, sont juste dans l'agitation. Voilà, devant tout ça, là, où est-ce que le collectif Sauvons le Togo est prêt aujourd'hui à aller? Non, la première chose, c'est qu'il faut répondre à M. Bahara en lui disant que nous n'allons pas le suivre dans la voie de l'illégitimité et de l'illégalité, pour la simple raison qu'ils ont fait un coup de force en faisant adopter des modifications des lois électorales. Mais nous disons que nous n'acceptons pas. Donc ils ne vont pas nous obliger à discuter sur un coup de force, sur le résultat d'un coup de force. C'est toujours comme ça qu'ils ont fonctionné depuis la nuit des temps. C'est-à-dire, ils font le coup de force d'abord, ils vous appellent à discuter à leurs conditions. Non, ce n'est pas cela. Et c'est la raison pour laquelle nous disons qu'il faut remettre la balle à terre. Il faut reprendre le processus à zéro. Mais vous savez, quand même, parmi nous, il y a des gens qui sont capables de faire des textes et des propositions meilleures que les vôtres. Puisque une des perversions essentielles de votre projet de modification, c'est qu'elle maintient l'inégalité des Togolais devant le vote. La loi simple, un homme, une voix n'est pas respectée par les modifications que vous faites et par les nouvelles propositions que vous faites des 91 députés à l'Assemblée nationale. Pour la simple raison que si on suit cela, mais on organise l'inégalité suivant laquelle, eh bien, 3 citoyens du Nord vont être égaux à un citoyen du Sud. Et c'est un découpage totalement régionaliste que vous avez organisé au détriment des populations du Sud. C'est pas moi qui le dis, c'est le rapport d'émission de l'Union européenne d'observation des élections législatives de 2007 qui le conclut. Et ces réparations-là n'ont pas été faites. Mais comment pouvez-vous, dans la conception d'un découpage électoral, mais faire voter la terre des gens à la place des citoyens, quand même? Mais ce sont des citoyens qui votent pour des élections présidentielles. On n'envisage nullement que la terre des citoyens vote à leur place. Donc je dis tout simplement ceci, c'est que l'alternative elle est claire. Nous avons fait des propositions qui vous ont été envoyées, vous les avez reçues. Ou bien vous retirez ce que vous avez fait. Et on s'assoit pour remettre balle à terre et reprendre la discussion à zéro. Et aller au consensus où vous vous refusez et nous vous appliquerons, quel que soit ce que vous pensez aujourd'hui, l'article 150 dans toute sa rigueur, c'est-à-dire comme Mme Adjamagbo Johnson vous l'a dit la dernière fois, ou vous partirez par les urnes, ou vous partirez par la rue. Mais de toute façon, vous, votre pouvoir
sera dégagé. D'accord. Quoi qu'il en soit. Monsieur Gilbert Bawara, lui c'est lui, moi c'est moi, disait Faure Gnassingbé, l'esprit nouveau, comme on aime à l'appeler, en 2007. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut rêver que Faure ne sera pas candidat en 2015? Vous savez, on dit à chaque jour suffit sa peine. Le président de la République essaie de s'occuper des priorités réelles de la population. Vous voyez, quand vous avez un individu comme M. Claude Améganvi, qui profère des menaces, qui dit ce qu'ils veulent, c'est ça qui s'appliquera. C'est pas comme ça, on cherche le consensus. On cherche le consensus. Monsieur le ministre, il y a quelques années, on fait le consensus en avançant. Contrebandier. On fait des consensus en avançant les uns envers. J'assume pleinement. Et j'ai déjà parlé plusieurs fois avec M. Olympio, qui est une personne est une personnalité politique très respectable. Contrairement à beaucoup d'autres qui ont vécu à ses crochets et qui, au finish, l'ont poignardé au dos. Je voulais dire, on ne peut pas parler de consensus si on n'avance pas les uns envers les autres. Et je vous dis, Monsieur Claude Améganvi et ses amis n'ont aucune autorité et n'ont aucun pouvoir à empêcher que le Togo continue à avancer aussi bien dans le renforcement de la démocratie et de l'état de droit, la consolidation de la cohésion du pays et surtout le développement économique et social qui est la priorité des Togolais. Merci beaucoup. Nous sommes ouverts, s'ils ne le sont pas, ça fait leur problème. Merci beaucoup, vous êtes conseiller spécial du chef de l'État. Merci d'avoir été notre invité. Claude Améganvi, secrétaire national chargé de la coordination du Parti des travailleurs. Merci également d'avoir été des nôtres lors de ces 60 dernières minutes. Juste en 30 secondes pour conclure, monsieur Claude Améganvi, parce que nous voulons de l'équité dans les prises de parole. 30 secondes, rapidement. 30 secondes, il y a une évolution dans le monde aujourd'hui. Alors, comme il représente le chef de l'État, je lui dis d'aller dire à Faure Gnassingbé que soit il fait retirer les deux lois et nous appelle à discuter sérieusement, ou alors ce qu'il attend et ce qu'il cherche peut-être lui-même va lui arriver. Merci beaucoup. Qu'il sera dégagé, comme on le lui dit depuis maintenant plus de 2 ans. Merci, c'est la fin de cette émission spéciale. Merci à tous nos 2 invités. Merci de nous avoir suivis. Au micro, je suis Ambroise Dagnon. Juste après ceci, dans 3 minutes exactement, le journal avec Patrick Degbéville.